de vous y voir et puis voir qu'Astérix s'est déplacé quand même. Donc, comme d'habitude, je fais une petite annonce pour la suite du séminaire. Le 12 décembre, qui sera notre dernière séance avant les vacances, nous recevrons Salia Aklouf, qui travaille donc dans le cadre de sa thèse sur les origines du roman policier, pour savoir comment a débuté ce genre qui est aujourd'hui totalement endémique, comment il s'est codifié, comment aussi a émergé l'appellation de policier, et comment est-ce qu'on a progressivement identifié des romans comme relevant du policier. Nous partirons donc en sa compagnie aux origines de Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Et puis, même si ce qui nous amène assez loin, j'en parle quand même pour la reprise qui sera le 9 janvier, un sujet radicalement différent. Nous recevrons une autre doctorante, Buntavi Sulilay, qui, elle, travaille sur Dragon Ball. Donc après la BD aujourd'hui, nous passerons au manga, après les vacances de Noël. Et son intervention portera plus précisément sur les relations entre les industries culturelles japonaises et françaises, puisque Dragon Ball, au sein même de l'industrie culturelle japonaise, a déjà un caractère multimédiatique, même pan-médiatique, qui est extrêmement prononcé et qu'on pourrait qualifier de totalement viral, mais sa question est la suivante: qu'en est-il lorsque cette expansion a lieu à l'international, à travers les différents champs médiatiques internationaux? Et donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir qu'on s'attaque à un autre monument qui nous fait rire, qui nous accompagne aussi depuis des générations, depuis 1959, si ma mémoire est bonne. Donc merci beaucoup Nicolas Rouvière d'être venu aujourd'hui pour partager votre travail sur cette bande dessinée. Vous êtes donc maître de conférence à l'université Stendhal de Grenoble. Vous avez soutenu en 2004 une thèse, donc déjà sur Astérix, intitulée Astérix sous l'étoile de la raison, une anthropologie comique de l'identité, thèse qui a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Et puis vous avez publié déjà 3 ouvrages autour d'Astérix. Donc le premier, Astérix sous les lumières de la civilisation, que vous avez là. Puis Astérix sous la parodie des identités. Et enfin le dernier, le complexe d'Obélix. Peut-être on peut les faire passer oui. rapidement. Est-ce que vous en avez besoin? Je prends les miens. En introduction, peut-être que... Non, mais on va les faire sinon, passer. je vais prendre les miens. Pas de souci. Voilà, en plus, on a un petit comité, donc c'est d'autant plus simple. Et puis j'ajoute quand même que vous êtes dans la bande dessinée jusqu'au cou et puis sur tous les fronts, puisque vous êtes aussi auteur d'un scénario de bande dessinée, donc elle se trouve aussi au premier rang pour ceux qui voudront y jeter un œil à la fin de la séance, et puis éventuellement bien sûr en discuter après. Et donc oui, depuis 1959, Astérix nous fait rire, nous fait même beaucoup rire. Mais comment, au fond, expliquer ce succès extraordinaire qui ne s'est jamais démenti, qui a finalement quelque chose d'un peu mystérieux pour une bande dessinée? Il faut en fait comprendre, je crois que cette bande dessinée nous dit quelque chose de beaucoup plus compliqué que des jeux de mots en X, et qui nous touche de beaucoup plus près, ce qui explique notamment que la question de l'identité ou de la psychanalyse soit au cœur de vos travaux. Et aujourd'hui, donc, vous avez choisi de nous parler de la symbolique généalogique. Et je vous laisse donc la parole sans plus attendre. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Vous m'entendez, ça va à peu près avec le son? Donc, merci à Luce de m'avoir invité. J'étais venu déjà, je crois que c'était en 2008, pour parler d'Astérix et de la portée politique d'Astérix. Voilà. J'étais à l'invitation d'anciens élèves de l'ENS, donc c'est avec un grand plaisir que je reviens aujourd'hui. Donc Astérix a été créé par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959 pour lancer le journal Pilote. Et donc cette série est aujourd'hui traduite en 111 langues et dialectes, vendue à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde. Phénomène publicitaire, cinématographique, touristique également, quelques parcs d'attractions. C'est vraiment quelque chose qui dépasse complètement ce que les auteurs avaient pu imaginer. Et dès 1965, l'engouement pour la série devient un véritable phénomène de société. Le premier satellite français reçoit le nom d'Astérix, le général de Gaulle se met à nommer ses différents ministres en les affublant de noms en X, Astérix fait la une de l'Express qui titre « Le phénomène Astérix », etc.
Et donc les critiques s'interrogent très tôt sur l'origine du succès. Alors les observateurs n'ont pas manqué de pointer la concomitance avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, un an plus tôt, en 1958. Et il est vrai que de Gaulle fonde le nouveau régime sur la construction d'un objet de mémoire, la résistance, dans le souci de rétablir l'unité nationale, d'apaiser les rancœurs liées à la collaboration. Et on peut dire que la thématique d'Astérix, résistentialiste entre guillemets, est en phase avec les aspirations du temps, l'évolution de la mémoire collective depuis le milieu des années 50, comme en témoignent les productions cinématographiques de l'époque. Entre 1959 et 1966, la résistance prend des couleurs plus londoniennes ou plus militaires. Babette s'en va en guerre de Christian Jacques en 59, Normandie Niemen de Dréville en 60, Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patelière en 61. Et puis, dans le courant des années 60, ce sont les comédies autour de l'occupation qui se banalisent. La vie de château de Jean-Paul Rappeneau en 66, et puis le grand succès du cinéma français, La Grande Vadrouille de Gérard Houry en 66. Et donc les premiers albums d'Astérix correspondent à cette aspiration générale, et on va dire que conformément à une forme de résistentialisme ambiant, les villageois sont les représentants du pays authentique, celui qui résiste en toutes circonstances à l'oppression. La vraie Gaule, c'est le village, et puisque celui-ci résiste encore et toujours, l'honneur de la patrie est sauf, même à la limite, pas besoin de donner une garde libération dans le reste du pays. Alors, d'autres critiques ont fait observer, ont établi un parallèle avec la thématique anti-impérialiste d'Astérix, la politique non alignée de De Gaulle, de même que le contexte général de la décolonisation. Astérix marquerait un changement dans la mythologie française. Ce n'est plus le mythe de la France souveraine en son empire, c'est la France anti-impériale, la France qui dérange, qui résiste, qui refuse, en particulier l'intégration aux nouveaux empires des deux blocs. Donc, Astérix permettrait au patriotisme français de changer de légende, facilitant ainsi l'acceptation de la décolonisation. Et donc, de ce point de vue, le succès de la série serait le signe d'un ralliement de l'opinion à une forme de néo-patriotisme qu'on pourrait qualifier de gaulo-tiers-mondiste. Donc, comme vous le voyez, les lectures d'Astérix ont été très tôt surdéterminées par des considérations politiques. C'est que le mythe gaulois, depuis sa recréation au XIXe siècle, est particulièrement lourd d'implications idéologiques. Donc, après 1815, les historiens libéraux lui ont donné un caractère populaire et démocratique, par opposition aux théories de Boulainvilliers sur les origines franques de la noblesse française. Le Second Empire a amplifié la figure de Vercingétorix pour incarner l'histoire de la nation dans quelques modèles exemplaires de grandes figures héroïques, et puis donner au régime un fondement national et populaire par opposition au fondement dynastique de droit divin du régime monarchique. La Troisième République a accolé une image franchement démocratique aux Gaulois, mais également une image patriotique et revancharde, et après l'affaire Dreyfus, le mythe va être récupéré par la droite nationaliste. Ce glissement va s'accentuer entre les deux guerres, et à partir de 1940, c'est le régime de Vichy qui fait de Vercingétorix son champion. Pétain fait prêter serment à 30 000 légionnaires devant la statue du chef gaulois à Clermont-Ferrand en 1942. Donc, quand Goscinny et Uderzo créent Astérix, à l'aube des années 60, toute reprise du thème gaulois, même sur le mode humoristique, fait l'objet de lectures politiques très attentives. Donc on a vu dans Astérix une idéologie césariste, une compensation nationaliste à la décolonisation, une démonstration de chauvinisme sur la supériorité des Français, etc., etc. Alors autant dire tout de suite que ce n'était pas du tout le projet de Goscinny et Uderzo. Eux, ce qu'ils avaient en tête, c'était l'imagerie scolaire de nos ancêtres les Gaulois dans les manuels de leur enfance. Et donc, ils entreprennent une reprise parodique hors de toute considération partisane. Il faut rappeler que ce sont deux fils d'immigrés qui, en quelque sorte, vont créer leur francité par le rire, construire leur identité française à travers cet objet qui, d'emblée, les accapare, les passionne et va connaître le succès qu'on connaît. Donc Albert Uderzo est né à Fismes en 1927 dans le département de la Marne. Il est issu d'une famille d'immigrés italiens d'origine modeste. Son père est un ouvrier ébéniste qui est venu s'installer en France en 1922 pour trouver du travail. René Goscinny, quant à lui, est né à Paris en 1926. Il est le fils
de Stanislas Goscinny, un étudiant juif polonais venu poursuivre à Paris ses études d'ingénieur chimiste. Et il est le fils d'Anna Beresniak, qui est issue d'une famille juive d'origine russe, installée dans la capitale depuis le début du siècle. Et lui passe son enfance à Buenos Aires, où sa famille s'installe à partir de 1928 pour des raisons professionnelles. Donc il va avoir une image très romantique de la France, découvrir Paris à travers, pendant les vacances, à travers des voyages transatlantiques. Donc on a là deux figures de l'immigration, quelque part, qui vont construire un mythe national autour de ce personnage. Lorsqu'ils reprennent l'imagerie scolaire de leur enfance, ils vont offrir une vision de l'histoire évidemment complètement déformée, à la gloire de nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres de papier, et évidemment ça flatte en partie le chauvinisme du public, mais il faut tout de suite dire que la représentation identitaire est vidée de tout contenu agressif, xénophobe ou exclusif. Lorsqu'ils projettent de façon anachronique toutes les tribulations de la France contemporaine dans un univers gaulois reconstruit, eh bien, c'est surtout l'occasion de se moquer des stéréotypes culturels, des représentations communes que chaque peuple nourrit sur soi et sur les autres. Et donc je dirais qu'ils ont une acuité d'autant plus vive que justement ils ont une position décentrée, puisque ils ont connu une intégration difficile à un pays qui n'était pas le leur au départ. Et l'image des Français et de leurs voisins est donc vue de l'extérieur. Donc Astérix se présente comme un discours sympathique et non sérieux sur l'identité collective, tout entier orienté vers la rencontre de l'autre. Et donc je crois que la série invite à envisager un socle de valeurs universelles, par-delà les différences culturelles, prendre la mesure des impasses de l'ethnocentrisme, être solidaire contre l'impérialisme, défendre le droit des peuples à la liberté et à l'indépendance, lutter contre des formes d'oppression, d'uniformisation. Je dirais que Astérix, c'est l'anti-choc des civilisations. J'ai pu parler à ce titre, dans le petit livre qui circule, d'un modèle polycentrique de l'universalisme européen qui résulte du concours des nations et de leur démarche de convergence. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a dit cela, on tient, je crois, une première clé possible de l'universalisme d'Astérix. Encore s'agit-il de la couche sans doute la plus superficielle. Et ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est une couche plus profonde, à travers une lecture à caractère anthropologique qui utilise les outils de la psychanalyse. Le thème choisi ne sera pas celui de l'identité, qui est trop vaste, mais celui de la généalogie. Je vais tirer sur ce fil, comme si j'avais affaire à une grosse pelote, là, avec des fils imbriqués, une grosse pelote de nœuds, et je vais tirer sur ce fil et me livrer un décryptage entièrement symbolique, jusqu'à voir où cela nous mène. Alors il y aura des implications du point de vue de l'anthropologie politique, il y aura aussi des implications sur la conception de l'individuation, la conception de la construction du sujet, comme un champ de tension entre des formations conflictuelles qui nous structurent depuis la petite enfance et qui peuvent connaître des ruptures pathologiques au cours d'une vie. Et enfin, je questionnerai l'origine de cette symbolique généalogique qui est présente dans Astérix, par une lecture interne, mais aussi à travers des références intertextuelles, ce qui nous conduira à évoquer l'onde de choc dans la littérature de grande diffusion, des saccages de l'histoire, avec sa grande hache. Voilà, si vous voulez, le programme. Alors on va attaquer, après cette longue introduction, par une première partie sur Obélix, le cas Obélix, malaise dans la filiation. Donc Goscinny et Uderzo ont consacré un récit entier à l'enfance d'Obélix, un récit qui est peu connu, sous le titre « Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide ». Donc il s'agit d'un récit illustré qui date de 1965, qui a été publié dans un super pocket pilote et qui a été repris par Albert Uderzo sous la forme d'un album pour enfants, donc ce n'est pas une bande dessinée proprement dite, même si le format rappelle évidemment le format cartonné de l'album de bande dessinée. Donc Uderzo a repris et réillustré en fait cette histoire. Vous voyez ici Obélix qui tombe littéralement du ciel, sa chute fait l'effet d'une bombe. Donc est-ce qu'il s'agit d'une fin du monde ou à l'inverse, est-ce qu'il s'agira d'un véritable Big Bang pour notre personnage? C'est ce que nous allons voir. Donc je vais commencer par évoquer les ennuis d'Obélix, puisque dans ce récit, on apprend contre toute attente qu'Obélix, avant de tomber dans la marmite du druide, était un enfant apathique, renfermé, solitaire.
Il avait un seul ami, c'était Astérix. Il était mélancolique, il restait à l'écart des autres, et il était le souffre-douleur de ses petits camarades, qui profitaient donc de sa faiblesse de caractère pour lui donner des baffes. On nous décrit son caractère un peu mou. On apprend que c'est un enfant angoissé qui éprouve des difficultés à l'école. Il est rêveur, distrait, étourdi. Il a souvent des ennuis, je cite, avec le druide. Et après la classe, donc Astérix va le trouver et partage avec lui un succulent goûter avec sa spécialité, le sanglier rôti. Ce personnage nous rappelle une autre figure qui est celle d'Alceste dans le Petit Nicolas, qui lui aussi est gros, n'aime pas se faire traiter comme tel, lui aussi est suralimenté par sa mère qui le croit faible et fragile. Or, le prénom d'Alceste nous renvoie donc à la figure de l'Alceste de Molière, une figure de mélancolique. Et donc, même si le terme d'ennui employé au pluriel a le sens d'embêtement, on pourrait se demander s'il ne s'agit pas ici d'un mal plus profond. Étymologiquement, être dans l'ennui, in odio esse, c'est être objet de haine pour soi. Voilà qui pourrait peut-être correspondre à la situation d'Obélix, que son rapport à soi isole des autres. Donc le mal pourrait concerner, c'est une hypothèse, la relation d'identité, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors cette lecture se précise dans Astérix en Hispanie. Dans cette aventure, César prend en otage un petit garçon nommé Pépé, qui n'est autre que le fils du chef Ibère, Soupalognon y Crouton, ou Soupalognon y Crouton, ça dépend comment vous préférez le lire. Donc l'enfant est exilé en Gaule, mais il parvient à s'échapper et il va être recueilli par Astérix et Obélix. Pépé a un caractère bien trempé, il n'entend pas s'en laisser compter par les autres. Obélix va en faire les frais puisqu'il essaye affectueusement de caresser les cheveux du garçon et donc il se fait mordre par Pépé qui dit sa fierté d'être fils de chef, on lui doit donc des égards et les choses bientôt vont se compliquer entre Obélix et Pépé car Obélix est désigné par le chef du village pour être le tuteur de Pépé. Or, à l'évidence, Obélix n'est pas fait pour ce rôle. Dès le premier repas, les choses s'enveniment entre lui et l'enfant. Pépé oblige tout d'abord Obélix à interrompre son repas pour aller acheter du poisson. À son retour, Obélix constate qu'on lui a mangé son sanglier. Un cri retentit, Astérix surgit, et donc, vous voyez la scène, hein, il a voulu me taper dessus avec le poisson, il m'a mordu, répond Obélix. Les choses tournent très mal. Selon le mot d'Astérix, Pépé devient littéralement pour Obélix une source d'ennui, et il ne s'agit pas simplement d'embêtement extérieur, il s'agit d'une mise inconsciente, bien plus profonde, qui va engager toute la personne du gros Gaulois. Donc Obélix va connaître une petite dépression, sombrer dans la mélancolie, tandis que Idéfix, lui, prend Pépé en affection, et donc le Gaulois répète à qui veut l'entendre qu'il fait l'objet de moqueries de la part de son chien et de l'enfant. Les choses se répètent en mer, se répètent également lors du voyage en Hispanie lorsqu'on franchit les Pyrénées. Donc il y a vraiment une dispute récurrente, quelque chose à caractère obsessionnel qui vient empêcher une relation entre la pupille et son tuteur. Donc il y a la projection d'un malaise intérieur profond. Visiblement, Pépé renvoie à Obélix une image négative de lui-même, comme s'il possédait les qualités qui lui manquaient enfant. Et en effet, Pépé va apparaître comme le double inverse d'Obélix. Pépé est l'ancêtre, l'anti-Obélix. Alors pourquoi lorsqu'il se présente, au lieu d'indiquer à Astérix et Obélix quel est son prénom, Pépé cite son patronyme et il fait aussitôt référence à son père. Soupalognon y Crouton, je viens d'Hispanie, je suis fils de chef et j'ai droit à des égards, c'est papa qui l'a dit. Et un peu plus tard, c'est la grosse bulle que vous avez ici, devant le village, Pépé raconte le rapt dont il a fait l'objet et son discours apparaît surdéterminé par la référence au père. Mon papa est le plus fort papa du monde, et cet imbécile de Jules César a peur de mon papa, et c'est pour faire peur à mon papa que cet imbécile de Jules César m'a fait amener en Gaule, mais ça n'empêchera pas mon papa de donner des baffes à cet imbécile de Jules César. Donc on va dire que
Pépé rétablit la première partie du lien généalogique. Il est le fils de Soupalonio y Crouton, le chef d'un village hispanique. Probablement, il est son successeur légitime. Et en faisant constamment référence au nom de son père, il rétablit son identité, non pas du point de vue biologique de la reproduction, mais du point de vue institutionnel. En effet, le legs d'un patronyme de père en fils est une marque légale qui range le sujet à sa place dans l'ordre des filiations. En somme, Pépé affirme qu'il n'est pas seulement de la chair engendrée par voie de sang, sa place de fils est une place instituée, il est le fils de son père de droit, et le fait que son père soit en plus chef du village vient redoubler la dimension institutionnelle de son identité et de sa filiation. Astérix va donc l'appeler fils de chef. Quel est ton prénom, fils de chef? C'est la dernière case qu'on voit ici. Périclès. Nous avons des ancêtres grecs. À la maison, on m'appelle Pépé. Donc le prénom marque ici le deuxième étage du lien généalogique, car il contient une référence à l'ancêtre. Alors dans l'esprit du lecteur, Périclès évoque immédiatement le stratège grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais que le petit garçon soit le descendant ou non de ce prestigieux chef politique, ça n'est pas l'important. Ce qui est significatif, c'est que va exister un troisième terme au niveau de l'instance familiale, après ceux du fils et du père, qui permet de faire exister un maillon de la chaîne des générations. En espagnol, Pepe est le diminutif de José, mais ici, le prénom est avant tout symbolique du lien aux aïeux, car il est à la fois le diminutif de Périclès et aussi le diminutif affectueux de grand-père en français. C'est mon Pépé. Donc la figure de l'aïeul est doublement inscrite dans le prénom du petit garçon. Et donc cette coutume cette procédure généalogique de nomination rappelle une coutume qui n'est pas si éloignée, qui consiste à donner aux enfants le prénom de la grand-mère ou du grand-père. C'est quelque chose qui existe encore, qu'on trouve autour de nous, et en tout cas qui est très répandu, en particulier dans l'orthodoxie grecque. Donc la logique ici est la même, à la différence près qu'au prénom du grand-père se substitue le nom d'un ancêtre. Et le diminutif Pépé est suffisamment évocateur en français pour faire référence de façon redoublée à la figure de l'aïeul. Donc par le jeu de la nomination, le grand-père ou l'ancêtre ressuscite dans son petit-fils ou dans un descendant plus lointain. Donc Pépé est à la fois le fils de son père et le père ou l'ancêtre de son père, puisqu'il en contient, puisqu'il en porte le prénom. Et donc ce simulacre célèbre une forme de séparation entre les générations et rappelle qu'avant de dire il y a du père, il faut dire il y a de l'ascendant. Donc l'idée c'est que personne n'est auto-fondé, personne n'est sa propre référence, chacun prend place dans un ordre des filiations qui lui préexiste et qui lui survivra. La loi de l'espèce veut ainsi que chacun ne soit qu'un maillon dans la chaîne des générations, et cette vérité vaut comme castration symbolique à l'égard des fantasmes de toute puissance. Or, c'est ici que se noue le problème avec Obélix. Dans l'album illustré par Uderzo de 1989, Comment Obélix est tombé dans la marmite, on assiste à cette scène qui est récurrente dans Astérix, on va le voir, où Panoramix fait classe aux enfants, Obélix est au tableau, et il lui pose la question suivante: alors Obélix, qui étaient nos ancêtres? Et, comme vous le voyez, Obélix est dans l'incapacité de répondre. Mais évidemment, ça suscite l'amusement du lecteur, puisque dans la tradition scolaire, nos ancêtres sont les Gaulois. Donc qu'est-ce qui se passe quand on pose cette question à nos Gaulois, qui peuvent bien être les ancêtres des Gaulois? Nous-mêmes, ça nous met devant une aporie. On est devant un point de butée logique, puisqu'il faudrait penser une année 0 pour ensuite rentrer dans la numération et avoir une année 1 des commencements. Donc en remontant la chaîne généalogique vers le haut, on arrive à un point de butée, et donc la perplexité d'Obélix est aussi celle du lecteur qui ne peut pas apporter de réponse dès lors que s'effondre la fiction gauloise des ancêtres et que l'on remonte au-delà vers un lieu et un temps indéfinissables. On retrouve cette mise en scène dans La Serpe d'Or, où cette fois-ci c'est Assurance Tourix qui pose la question à un enfant, et lui aussi est dans l'incapacité de répondre. L'interrogation sur les origines est une nouvelle fois mise en scène dans la rentrée gauloise. Donc dans un numéro de pilote en 1966, ça a été repris dans l'album Astérix et la rentrée gauloise, où cette fois-ci on questionne Obélix sur la date de la bataille de Jargovie. Donc il répond 1515, en référence
à Marignan, chiffre romain. Donc là, un nouveau jeu avec les stéréotypes scolaires. Mais là aussi, on est devant un point de butée parce que finalement, on est conduit à remonter. Quelle est l'année zéro des commencements? Quel est le point zéro des origines? Si la question du druide met Obélix dans l'embarras, elle place également le lecteur devant un point de butée. Nous voilà contraints d'intégrer un ensemble vide, le rien, l'absence, comme nécessaire présupposé à la numération. Donc l'interrogation sur les ancêtres conduit à remonter la ligne des filiations vers le haut et finit par rencontrer un point limite qui fait écran au néant. Donc au bout de la chaîne causale, l'enfant intègre la catégorie logique du vide, et donc la généalogie assène cette vérité. Au bout du questionnement, il y a de la limite pour le sujet. Peut-être que c'est bien là le problème d'Obélix. La difficulté d'Obélix serait d'intégrer qu'il n'est double, d'une part référé à ses parents, et d'autre part référé à une instance dernière, l'ancêtre, qui recouvre un vide structural. Alors, du père d'Obélix, on nous dit très peu de choses dans le récit comment Obélix est tombé dans la marmite. On a juste cette phrase: mais mon meilleur ami c'était mon petit voisin Obélix, le fils du tailleur de Menhir 100 ans. Donc l'idée de la taille, de la coupe, peut peut-être prendre sens par rapport à une identification oedipienne au niveau de l'instance familiale. En théorie, le père d'Obélix devrait pouvoir séparer son enfant d'un collage trop exclusif à la mère nourricière ou à l'égard de fantasmes d'une identité impossible, pourquoi pas. Mais qui peut se dire père dans l'absolu? Et là, je vais faire référence à l'anthropologue Pierre Legendre, et c'est leçon numéro 4 sur le principe généalogique en Occident. Pierre Legendre explique que le père n'est qu'une fonction relais par rapport au principe topténique qui est mis en scène par l'ordre juridique et social. Aucun père, dit-il, dans aucun système, n'aurait statut de père s'il ne tenait sa qualité d'un enchaînement de références légales. Au cœur de tout système, l'interrogation généalogique joue un rôle déterminant. En remontant la chaîne causale vers le haut, elle notifie la fonction d'un père absolu qui incarne sur fond de néant un principe de limite pour le sujet. Et c'est cette seconde référence qui manque à Obélix, celle de l'aïeul ou celle de l'ancêtre, qui légitime le père comme un relais institué du principe de division, donc du principe de la castration symbolique. Donc l'opposition entre Obélix et Pépé se résumerait à ceci. D'un côté, on a un petit garçon qui a intégré la référence totémique à l'ancêtre et le vide qu'elle recouvre, et de l'autre, un petit garçon qui est enfermé dans une forme de collage à soi, et pour qui la figure séparatrice de l'ancêtre ne joue pas. Alors, à l'inverse, Pépé, lui, on va dire que la figure séparatrice de l'ancêtre, elle joue très très bien. Et elle joue très très bien, il a tellement intégré cette castration symbolique qu'il est capable de la mettre en scène. Il est capable de faire vivre le grand saut aux personnes qui l'entourent en jouant d'un chantage extrême qui consiste à couper sa respiration et donc à faire se projeter tout d'un coup l'imagination dans l'au-delà de la mort, du non-être, du décès, etc. Et ça, c'est un chantage auquel personne ne résiste. Vous le voyez ici, le centurion qui éprouve des sueurs froides. Plus tard, Astérix et Obélix vont céder à toutes les demandes, à tous les chantages de Pépé dès lors qu'il va couper sa respiration. Donc on est bien dans la coupure. Il a intégré cette dimension. Et le seul qui, au final, lui, pourra banaliser la chose, c'est son père, signe qu'il est véritablement en position d'exercer sa fonction parentale. Donc Pépé est capable de mettre en scène son absence au monde avec la plus grande force, et c'est bien le signe qu'il a intégré, la logique du vide. Donc Pépé, alors on verra tout à l'heure ce que va faire Obélix, mais Pépé est ainsi le double inverse du petit Obélix. Contrairement aux Gaulois, il connaît ses ascendants et la place qui est la sienne dans la lignée généalogique. Il a intégré le principe de l'absence à soi et au monde. Il tire de cette castration symbolique une force de caractère étonnante, et ça contraste totalement avec la lâcheté et l'apathie d'Obélix lorsqu'il était enfant. Donc comme tout se passe comme si Pépé lui renvoyait l'image de sa propre incomplétude. Et donc il va être incapable d'assumer sa fonction de tuteur, et c'est lui qui va adopter des comportements complètement infantiles.
Lorsqu'il veut acheter du poisson face à ordre alphabétique, il essaye de reproduire de façon infantile ce que fait Pépé. Un peu plus tard, il va renouveler d'ailleurs cette coupure de respiration durant le voyage pour aller en Hispanie. Et donc, dans ces conditions, la permutation symbolique des places ne peut pas avoir lieu. Passer de la place d'enfant à la place de tuteur. À la décharge d'Obélix, personne n'y arrive. Même Assurance Tourix. Et d'ailleurs, il est assez symptomatique qu'on chante au petit garçon une berceuse qui fasse référence à la filiation. Donc ici, une parodie d'un succès de Sheila, fils de français moyen, et ça donne « Je suis un petit garçon, fils de gaulois moyen ». Donc le mécanisme de la limite ne fonctionne pas avec Pépé qui va réclamer une autre chanson, etc. Contrairement à tous les personnages de la série qui se bouchent les oreilles et qui ne peuvent pas supporter le chant du barde. Alors pour passer, on va aborder donc, essayer de comprendre d'où vient le problème d'Obélix. Pour passer de la place de fils à celle de père ou de tuteur, Obélix doit franchir 2 étapes. D'abord, éviter de rejouer ses postures inconscientes de fils, et quelque part renoncer à sa condition filiale. Alors ça passe par faire justement le départ entre la figure du père et la figure de l'ancêtre. Et puis aussi, il y a la question de l'attachement, la séparation subjective à l'égard de la figure maternelle. Et on a cette scène à la fin d'Astérix en Hispanie, où Obélix qui se cambre, c'est quand même un tour de force, arriver à cambrer Obélix, où il chante ce chant déchirant « Ah, et ma mère, pourquoi m'as-tu fait ça ?» Et donc le forgeron qui se bouche les oreilles va réclamer un poisson, on règne pour un poisson. Alors ce chant, Obélix l'a entendu au cours de nuits de fête, passé en Hispanie avec des gitans, il se l'approprie et il met le doigt sur le nœud du problème, sans doute. Il adresse un reproche à la mère, mais il s'agit en réalité sans doute d'un reproche à soi, qui ne peut pas se formuler comme tel. La mère serait coupable par son amour d'avoir été le lieu de projection de l'amour inconscient de l'enfant pour sa propre image. Ce serait une forme d'enlacement qui n'a pas été totalement dénouée. Et on comprend donc que la confrontation avec Pépé fasse ressortir le malaise oedipien. Ici, il est intéressant que cet automatique, le forgeron, réclame un poisson. Mon royaume pour un poisson. Alors évidemment, ça fait référence à l'exclamation de Richard III, un cheval, mon royaume pour un cheval. Et Richard III, donc, c'est un personnage qui poursuit jusqu'à la folie une identité impossible. Il porte atteinte à l'ordre généalogique en voulant cumuler toutes les places, comme celle d'oncle, de père et d'amant. Et donc, il y aurait bien, à travers le cri du forgeron, une parenté qui existe entre une nature narcissique des liens du sang. Naturellement, Astérix est aux antipodes du registre tragique, mais ici, ce cri semble, et ce malaise semble montrer qu'il n'a pas soldé un désir insu de totalité, comme Richard III pouvait le porter. Par ailleurs, la substitution du mot poisson au mot cheval est aussi riche de sens, puisqu'il y a eu toute une querelle autour du poisson dans l'album. Alors on sait que Obélix n'aime pas le poisson, on l'apprend dans la Grande Traversée, il n'est pas du tout poisson, lui il est sanglier, et lorsqu'il s'agit d'acheter un poisson pour Pépé, ça lui coûte, ça représente un coût psychique énorme. Et d'ailleurs il ne veut pas acheter le poisson, il veut juste le louer, et le rendre une fois que Pépé d'ailleurs découvre qu'il préfère le sanglier. Donc il y a tout un jeu comique autour de ce poisson dont Obélix ne peut pas assumer. Et il faut essayer de comprendre ce que ça peut bien recouvrir en termes symboliques. Et il semble que ce soit un symbole à la fois féminin et maternel. Vous savez, tout est structuré dans Astérix. Il y a le coin des hommes, c'est le forgeron, qui donc représente la force virile, qui va donc forger les armes. Et puis en face, le coin de la poissonnerie, c'est le coin des femmes. Et c'est tellement le coin des femmes que le forgeron est toujours narquois à l'égard d'Ordre Alphabétix, comme s'il voulait sous-entendre qu'il perdait un peu de sa virilité en exerçant finalement un métier pour les femmes. Et Ordre Alphabétix, le poissonnier, est toujours extrêmement susceptible sur cette question, et ça donne toujours lieu à des querelles et des bagarres autour du poisson. Et on reverra tout à l'heure comment le poisson va s'associer à la figure maternelle avec d'autres éléments qui vont corroborer cette piste. Mais en tout cas, c'est pour le moins
liée à la question de la féminité, et c'est une question qui fait retour. Et il y a un symbolisme, une homophonie entre les mots mère et mère à travers Yellow Submarine, qui est la femme du poissonnier, qui pourrait être également une piste, donc pour ensuite aller un peu plus loin dans cette hypothèse qu'on essaiera d'étayer un peu plus. Alors le forgeron, lui, alors évidemment, il y a beaucoup de questions de poisson depuis un certain temps dans cette histoire, et donc voilà, la question du poisson, de la mer, la Yellow Submarine, et voilà, tout ça semble faire réseau. En somme, depuis l'arrivée de Pépé, Obélix se plaint que la question de l'attachement à la mer fasse problème. Alors pour Astérix, il n'y a pas eu de problème par rapport à la question de la mère et du père. Voici ce qu'il nous raconte en tant que narrateur. J'ai toujours été de petite taille, comme l'était mon père et comme l'était ma mère. Ma mère était très jolie, mais si menue que mon père, en riant très fort, l'appelait son petit mégot. Ma mère faisait semblant de se fâcher, mais elle finissait par rire aussi, et puis elle nous préparait sa spécialité, le sanglier rôti. Alors évidemment, la connotation péjorative du mot mégot, qui associe l'idée d'une roulure de papier à celle d'un acte consommé. Bon, ici, le sous-entendu grivois inscrit la figure du père comme un modèle d'identification pour le fils, notifie une limite à l'enlacement amoureux de l'enfant avec l'image de sa mère, et tout ça se dénoue dans un rire partagé qui situe chacun à sa place. Alors pour Obélix, les choses sont beaucoup moins simples. Comment va s'opérer la déliaison avec l'image maternelle? Et ça, c'est l'épisode de la chute dans la marmite. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce fameux récit de 1965, réillustré en 89? C'est que Astérix, qui en a assez de voir son ami Obélix être pris comme tête de barbare, hein, je cite, lui propose de s'introduire dans la hutte du druide, de boire un petit peu de potion magique et de donner une bonne leçon, une bonne correction aux autres enfants du village. La description de la hutte met tout de suite en évidence la figure des serpes. Il y avait là des serpes d'or, du gui, des herbes, des marmites, des instruments inconnus, etc. Alors le motif de la serpe est récurrent dans les premiers albums d'Obélix, c'est le motif de la coupe, et on le retrouve dès qu'il s'agit d'aller consulter le druide. Dans Astérix le Gaulois, à 2 reprises, à chaque fois qu'on appelle le druide, il se coupe un doigt. Il se fait une coupure au doigt. Tu m'as fait sursauter, je me suis coupé avec la serpe. On le retrouve aussi dans Astérix et Lego, c'est systématique. On entend tchic-tchac-tchoc dans la forêt des Carnutes, et il y a un cri qui s'échappe d'un arbre, « Eh, ça c'est mon doigt !» etc. Donc la serpe est liée au thème de la coupe. Et il y a un album est entièrement consacré à cette question, c'est la serpe d'or. Donc que se passe-t-il? Le druide casse sa serpe, et la seule qui est capable de conserver au gui tous ses effets, c'est la serpe d'or que vend Amérix à Lutèce. Donc les Gaulois se rendent à Lutèce, qui est voilà, sous la coupe d'une bande de trafiquants mafieux, et après différentes altercations, ils sont conduits devant le préfet, qui à chaque fois se plaint de son ennui. Ça revient de façon systématique, tout le temps. C'est un ennui, je suis là des Gaulois. Relâchez ces Gaulois, ils m'ennuient, je suis là. J'ai fait cela pour me distraire, je m'ennuie tant, etc. Et on découvre à la fin de l'aventure qu'en réalité, ce personnage apathique, suralimenté comme l'était Obélix, etc., qui s'ennuie, se mélancolique, c'est le chef de la bande. C'est le chef de la bande des trafiquants de serpes d'or. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a une image défectueuse de l'autorité, qui ne connaît plus le sens de ses désirs, qui a épuisé tous les plaisirs que sa fonction lui offre, qui vit dans le plein, sans connaître l'expérience de la perte et du manque. Et justement, la coupure symbolique de la serpe, c'est ça, c'est intimer l'expérience de la perte, du manque, de la négativité, etc. Et donc, la seule coupure subjective qui vaudra pour ce préfet, c'est d'être dans les arènes du lion, c'est le pire, hein, c'est la mort. Hein. Et donc ici, son discours est surdéterminé par la référence au père, mais un autre père, qui est l'empereur, en fait. Alors l'empereur, si je reprends les termes d'Astérix, hein, César, quand il saura que j'ai mal tourné, il sera furieux. Et là, il parle comme un enfant. Hein, il nous condamnera à ramer sur ses galères, ou mieux encore, à être dévoré par ces lions au cirque. On va rire. Oh, pour ça, on va rire, etc.
Donc la serpe est bien liée à l'idée d'une coupure subjective, à l'intégration d'un manque, à une forme de castration symbolique. Serait-ce le sens symbolique de la chute dans la marmite? Eh bien, on assiste à une scène extraordinaire, c'est que Obélix s'approche de la marmite, mais Astérix tout d'un coup lui apprend que le druide revient par inadvertance, et puis le voilà qui bascule dans la marmite, et là on entend un grand cri, comme le cri d'une naissance, et l'image qui suit, c'est Panoramix qui porte Obélix dans ses bras et qui va le présenter à sa mère. Et ici, on a à la fois une image du bain et une image de la coupe avec la serpe qui est extrêmement mise en valeur, et puis les gouttes en plus qui vont dans la direction, dans la diagonale de la serpe. Et il me semble que là, on a une mise en scène extrêmement symbolique avec ces doubles motifs emblématiques de la coupe et du bain qui rappellent deux institutions symboliques de la seconde naissance, le baptême chrétien et au-delà son équivalent judaïque, cette autre liturgie de la marque qu'est la circoncision. Ces deux rites religieux apposent une marque sur le corps pour que l'enfant soit référé à une instance tierce et séparatrice, la figure divine du Père absolu. Dans Astérix, la mise en scène est dépourvue de connotation religieuse, mais l'enjeu symbolique est équivalent. Il s'agit pour Obélix d'intégrer l'écart entre l'absolu et le non-absolu. On pourrait dire, en sortant de la marmite, qu'Obélix est né du Père, non pas du Père comme géniteur, mais du Père comme médiateur et relais symbolique. Et c'est le druide qui joue ce rôle d'intercesseur, pour faire accéder l'enfant à la figure castratrice de l'ancêtre. Car on nous dit que le druide est sans âge, même un jeu de mots avec le druide Eubage dans Astérix. Donc c'est une figure, là, on ne peut pas lui donner d'âge, il est là, non pas depuis la nuit des temps, mais c'est une figure très ancienne, il était déjà l'instituteur des enfants, et il avait la même apparence, nous dit-on, exactement la même allure physique. Donc, on pourrait aussi référer cette scène au droit romain, au droit de l'adoption civile, naître du père, ex patre natus, en référence à Pierre Legendre. Le juridisme romain conçoit l'adoption comme l'institution d'une seconde naissance et comprend la notion de père comme une fonction logique, un montage de fiction, où l'adoptant est le relais symbolique de la référence absolue. Ben ici, je dirais qu'on a aussi une triangulation avec la figure du tiers qui est représentée par le druide Panoramix pour instituer cette coupure symbolique. Donc en fait, la question n'est pas de savoir comment il est tombé dans la marmite, c'est plutôt de savoir comment il en est sorti. Et il y en a d'autres en revanche qui ne sortent pas du tout de la marmite, ou qui ne veulent pas du tout en sortir. Donc ça, c'est le légionnaire plutôt que Prévus, dans l'album Le combat des chefs, qui reçoit une marmite sur la tête, parce que pendant ce temps, vous savez que le druide Panoramix qui a perdu la raison fait des drôles d'expériences pour essayer de retrouver la recette qu'il a oubliée, et donc ça explose dans tous les sens, et il reçoit une marmite sur la tête. Et il ne veut plus sortir de sa marmite qui sent le poisson. Donc image du ventre, avec le poisson, qui vient encore corroborer l'hypothèse de la symbolique maternelle, d'accord. Et il s'appelle plutôt que Prévus, sauf que lui, sa naissance à maturité, elle se fait au contraire plutôt attendre. Et on a des jeux de mots absolument délicieux sur le fait, alors évidemment, en répétition, tu n'as pas honte de te cacher dans une marmite qui sent le poisson. Non, je n'ai pas honte de me cacher dans une marmite qui sent le poisson. J'ai mieux être ici dans une marmite qui sent le poisson que chez les Gaulois, hors d'une marmite qui sent le poisson, etc. etc. Et il y a des jeux de mots sur le fait qu'il attache. Il faudrait le touiller, sinon il va attacher. Il y a l'idée du collage au ventre, à la matière brute, au lieu de justement séparer le sujet d'un collage au corps comme matière. Donc ça, on y reviendra, ou j'en parlerai peut-être en annexe. Mais c'est très intéressant car quand enfin il décide de sortir de la marmite et qu'un hibou se trouve tout à fait curieux qu'un arbre avec ses racines sente le poisson et qui trouve cette incongruité tout à fait attrayante, et bien voilà le légionnaire qui crie « maman », etc. Donc on est bien dans l'idée d'un rapport à la fois au ventre, à l'immaturité, au collage à soi, au corps comme substance dont il faudrait pouvoir se séparer pour accéder à la division symbolique, au rapport imagé au corps, etc. On pourrait ajouter que la marmite a une symbolique négative également au niveau collectif, au niveau politique et institutionnel. Donc là, je ne vais pas forcément
trop développé, mais disons que c'est la fascination qu'exercent les tripes de sanglier frites dans la graisse burus et parfumées au miel dans cette grande marmite au centre de l'image, qui du coup convainc un des hommes de main du gouverneur Garovirus d'attenter, d'empoisonner le questeur dans Astérix chez les Helvètes. C'est également grâce à cette marmite que les médecins se détournent de leurs tâches pour venir s'empiffrer des mets que leur a préparé le préfet. Donc il y a vraiment ici une symbolique négative. Et que parler de la colle, de l'attache à la marmite dans Astérix chez les Helvètes, avec un sens complètement mortifère, puisque celui qui tombe son petit bout de pain doit ensuite plonger dans le lac, et c'est carrément suicidaire. Hein, et de façon très symptomatique, Obélix, dans cette aventure, ne fait que se plaindre des coffres, des trous, des creux, alors qu'il était venu pour des montagnes. Et donc toute forme de contenant qui enserre le corps d'Obélix est vécu ici par lui comme quelque chose voilà, de difficile, quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il y a voilà, une sorte de complexe, littéralement, par rapport à ce contenant qui vient enserrer le corps, qui vient l'enfermer dans toute forme voilà, de lieu qui resserre le personnage sur sa propre corporalité. Il va avaler d'une traite une marmite de fondu, et ben, le voilà dans un état complètement létal, inconscient, et il s'agit d'élever un sujet par une cordée, hein, symboliquement, et de façon symptomatique, et bien le légionnaire qui s'agrippe à lui pour au contraire le tirer vers le bas, mais il ne peut pas, vu le contrepoids, la différence de poids, et bien il va lui chanter une berceuse comme un petit bébé qu'on voudrait endormir. Donc il y a bien l'effet d'une régression, ici profonde, pour Obélix. Il se plaint sans cesse, il refuse d'être englouti dans toute forme de concavité, creuse ou profonde, il vit cette aventure comme un retour forcé vers le ventre, et ici on le voit donc complètement suspendu, inconscient, etc. Donc on le voit, tous les personnages qui collent à la marmite sont au service d'une logique régressive, individuelle ou collective. A l'inverse, la sortie de la marmite représente pour Obélix une seconde naissance. L'opération a permis de rétablir le mécanisme de la triangulation pour séparer l'enfant des fantasmes d'une identité impossible. Alors, dans tous les récits fabuleux traditionnels, c'est toujours le propre du héros que de posséder quelques marques distinctives, quelques attributs personnels qui le signalent comme une figure d'exception par rapport aux autres personnages. Eh bien, on va dire qu'Obélix n'échappe pas à la règle. Et le premier signe distinctif, c'est sans doute son ventre. La grosseur, la rondeur de son ventre, qui est une marque tout à fait ambivalente. Tout d'abord, c'est une marque qui signale sa force exceptionnelle. Aucune flèche ne peut l'atteindre, vous le voyez ici. Hein. C'est pas un bibendum Michelin, mais vous voyez que les pointes arrivent à peine à s'enfoncer dans ses brais. Mais il n'y a pas qu'une des connotations positives à cette image. Elle prend aussi une autre valeur, car quand on y réfléchit bien, physiquement, Obélix est une marmite sur pattes. La forme de ses brais a exactement la forme d'une marmite, avec le bord arrondi des brais comme le rebord de la marmite. Autrement dit, Obélix n'est pas tout à fait sorti de la marmite. Il est toujours à moitié dans la marmite. C'est une marmite sur pattes, d'où dépassent un tronc et une tête. Et donc, une grande partie de lui-même reste toujours à l'intérieur, où qu'il aille. Donc, ça témoigne du fait que sa seconde naissance fut tardive, qu'elle fut problématique, et c'est sans doute ce qui explique la susceptibilité extrême du personnage. Vous savez qu'il ne supporte pas qu'on le qualifie de gros. Hein. Il préfère se présenter comme enveloppé, tout juste enveloppé. Tandis que l'adjectif monosyllabique gros fait l'effet d'une totalisation définitoire et réifiante, la référence à l'enveloppe évoque la courbe extérieure qui voile et recouvre. Elle marque un décollement de la matière, un vide, un pli qui sépare de la corporalité brute.
Et le mot lui-même fait image. Donc, contre toute logique de chosification, Obélix rétablit le lien au corps dans son statut de représentation en disant qu'il est juste enveloppé. Et il rappelle qu'en aucun cas, il n'attache, comme plutôt que prévu dans sa marmite, qu'il fallait touiller, ni ne colle à sa propre chair comme substance. Et donc, eh bien, on peut facilement susciter des complexes chez Obélix. Et malheureusement, il va tomber sur un psychothérapeute, Amnésix, dans Le combat des chefs, 1966, qui va refaire surgir tous ces complexes. Alors évidemment, c'est tout le contraire de la démarche psychanalytique, en tout cas il s'y prend très très mal, puisque au lieu de faire parler le patient, eh bien c'est lui qui d'emblée le fait taire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me le dites pas, je le sais, vous avez le sentiment d'être gros et ça vous rend malade. Vous avez tort, il n'y a pas de raison d'être malade parce qu'on est trop gros. Évidemment, pour Obélix, c'est un effondrement. Et on le retrouve un petit peu plus loin, voilà, dans une forte phase de dépression, et ensuite il va traîner derrière lui la marmite comme la doublure de son propre corps. Donc Obélix, voilà, et je crois que c'est ce qui fait l'universalité et l'humanité profonde du personnage, car évidemment chez Obélix c'est caricatural, mais finalement, en définitive, le sujet humain, de par son statut de sujet inconscient, de par sa condition de corps parlant, ne s'affranchit jamais définitivement d'un fantasme de toute puissance, d'un fantasme d'une identité impossible. Et je crois que voilà, il y a quelque chose ici d'assez universel chez ce personnage. Alors il y a une autre marque distinctive d'Obélix, une marque qu'il porte sur son dos, c'est le menhir. Et le menhir est vraiment constitutif de l'apparence du personnage. Lui-même oublie qu'il porte un menhir sur son dos à plusieurs reprises, comme on le voit ici. Il n'est même plus conscient de sa charge. Et comme il le dit dans Obélix et compagnie, je ne peux pas faire plus vite, c'est parce que je suis tombé dans la marmite de potions magiques quand j'étais petit que je peux en faire un par jour. Donc le menhir, eh bien l'aptitude à fabriquer des menhirs provient de la chute dans la marmite. Autrement dit, le menhir va rappeler cet épisode de la chute, mais surtout de la sortie de la marmite. Alors c'est un objet qui rappelle un phallus géant. Alors on peut faire des références à Gargantua, à toutes les légendes populaires selon lesquelles Gargantua voilà, aurait déféqué à travers la France, et c'est ça qui donnerait un certain nombre de mégalithes représentés sur le territoire, etc. On peut faire même des rapprochements avec le stade phallique. Pourquoi pas? Ce qui me semble intéressant ici, c'est de penser que ce menhir est peut-être une trace, un vestige d'un sentiment de toute puissance dont finalement Obélix est arrivé au moins partiellement à se défaire. Donc non pas le voir comme le signe d'une puissance absolue, mais au contraire comme le vestige d'une toute-puissance que l'on a perdue. Donc d'un stade de développement que l'enfant a dépassé. Donc cet objet est une forme d'objet mémoriel dont Obélix lui-même arrive à se séparer et dont il se sépare très volontiers puisqu'il livre des menhirs. Et d'ailleurs il ne livre pas seulement des menhirs, Obélix livre aussi des baffes, délivre des baffes. Et je crois que les baffes aussi sont à interroger, de même que l'éjection des corps, puisqu'on a dit qu'il fallait se détacher de leur corporalité brute. C'est un geste sans doute brutal, qui fait aussi le bonheur des enfants, mais ce n'est pas un geste véritablement agressif. Je dirais que, d'abord, Obélix a une gourmandise. Il attend avec impatience le nouvel arrivage de troupes fraîches, et il y a toujours un désir infantile de toute puissance chez les légionnaires romains, au moins par procuration à l'égard de César, etc. Donc finalement, ces baffes sont toujours une bonne nouvelle. C'est une façon d'élever le sujet au sens propre, en l'éjectant, en le séparant d'un rapport au corps purement matériel, substantiel, d'une forme de collage à soi. Et donc, que fait Obélix? Il baptise, en quelque sorte, de ses coups, les légionnaires, qui sont tous collés au fantasme impérial d'une hégémonie absolue. Et donc, quel que soit le réflexe instinctif qui motive ces baffes, celle-ci demeure toujours à l'insu du personnage sous statut de marquage emblématique, expulser la matière dans un mouvement ascendant, c'est faire décoller le sujet de lui-même.
et ce qui a toutes les apparences d'un acte impulsif est en fait, par un renversement comique, sans doute un acte de civilisation et d'élévation dirigé vers le sujet. Alors, parmi les marques du symbolisme généalogique, ou ces emblèmes, je crois qu'il faut aussi évoquer le personnage d'Idéfix. Idéfix. Alors tout d'abord, puisqu'on parle du menhir, la première chose que fait Obélix, c'est lui apprendre à rapporter non pas des bouts de bois, mais des menhirs. Ça peut paraître un peu disproportionné, mais en tout cas, le chien est totalement attaché au menhir, à son symbolisme, à tel point que dans Obélix et compagnie, il ne supporte pas qu'on en fasse le commerce, car le menhir est un objet sans prix, littéralement. Et donc c'est une trahison à ce symbolisme que de vouloir les vendre. Donc c'est peut-être un indice. Idéfix serait-il une sentinelle du principe généalogique? On peut le penser à travers le menhir, mais on peut surtout se poser la question à travers le déracinement des arbres. On a beaucoup écrit que Idéfix était un chien écolo, qui pleurait la perte de la chlorophylle. Eh bien, moi j'aurais tendance à penser qu'il pleure le déracinement, la question de la perte du lien aux racines. Il mord dans le domaine des dieux l'architecte Anglégus qui prend des mesures pour défricher la forêt, donc c'est l'ennemi, et évidemment il pleure à chaque fois que Obélix, par inadvertance, déracine un arbre, ou par maladresse. Donc il désapprouve totalement ces initiatives. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'arbre, on nous dit explicitement, que pour produire la potion magique, il faut du gui, ce qui est lié à l'arbre, et il faut aussi des racines, qui nous renvoient également à l'arbre. Donc il y a peut-être un emblème généalogique ici, qui est affirmé à travers l'arbre, qui est aussi le lieu de la coupe. Et dans la Serpe d'Or, le lieu de la cache de tous les trafiquants se trouve sous un grand chêne, au pied d'un dolmen, et là, on a une conjonction de plusieurs éléments. Évidemment, les menhirs, donc les mégalithes qui vont former le dolmen, les menhirs qui nous renvoient aussi à Obélix, les menhirs, etc. Là, le symbole généalogique de l'arbre, et les Gaulois qui se trouvent chacun sur une branche de cet arbre. Il y a là une sorte de cohérence symbolique étonnante qui relie l'arbre à la loi généalogique de la coupe. Le thème de l'arrachage de l'arbre, également, devient assez emblématique. Parfois, le test, c'est un test pour vérifier les pouvoirs de la potion magique. Et à chaque fois qu'on fait ce test d'arrachage, on nous rappelle systématiquement que c'est le lieu de la coupe. Et on a toujours un druide qui vient brandir une serpe d'or. Entre parenthèses, parfois, on a aussi le bar d'Assurance Tourix qui vient rappeler qu'il était là. Et lui aussi institue la coupe. Je ne le développerai pas, mais son chant innommable institue une coupure symbolique. C'est insupportable. C'est un point de butée vraiment absolu pour tous les personnages, sauf Pépé. L'arrachage de l'arbre prend aussi une autre dimension, cette fois-ci lorsqu'il s'agit de couper le village de ses racines. Et il n'est pas anodin que ce soit des déracinés qui se livrent à cette action. Des esclaves, Numides, Ibères, Goths, etc. Et César dit explicitement qu'il s'agit de couper la civilisation gauloise de ses racines, la forêt qui les nourrit. Et il aborde les choses en termes de civilisation. Donc l'arbre est lié à la symbolique des racines sur un plan collectif, tout à fait emblématique. On pourrait ajouter que tomber de l'arbre, c'est perdre ses racines. Ça, c'est ce qui arrive à Salamix, dans Astérix en Corse. Donc c'est un Corse qui a fait une chute du haut d'un arbre et qui du coup croit qu'il est romain. Et il s'engage dans la Légion, en fait. Et c'est grâce à un coup de poing d'Astérix et une nouvelle chute qu'il va se souvenir qu'il est corse et retrouver ses racines corses. Et c'est d'autant plus intéressant que ça se passe dans un contexte où le lien aux racines est explosif, puisqu'il y a des querelles ancestrales entre clans. Idéfix, si c'est bien le gardien de la sentinelle, si c'est bien la sentinelle du lien aux racines, il n'est pas étonnant qu'il s'entende à ravir avec Pépé. C'est celui qui empêche qu'il soit enlevé, qui s'entend à merveille avec lui, à tel point qu'Obélix en est jaloux. Et dans Astérix en Corse, il en est tellement jaloux qu'Obélix va trouver une astuce et il va se venger d'Idéfix. Idéfix veut du lien aux racines,
Il va voir ce qu'il va voir. Je vais le confier à Ocatarine Tabella Chix, qui lui, justement, est un Corse chez qui le lien aux racines est à, on va dire, prend des dimensions complètement extrémistes. Et ce lien aux racines, il est condensé aux racines corses, il est condensé dans un fromage où tout est décliné. Ce parfum léger et subtil fait de thym et d'amandier, de figuier et de châtaignier. Et là encore, ce souffle imperceptible de pin, cette touche d'armoise, ce soupçon de romarin et de lavande. Mes amis, ce parfum, c'est la Corse. Et c'est bien ces racines végétales corses qui sont absolument explosifs et qui font que Idéfix va hurler à la mort. Donc l'arbre est lié aux origines. Il fonctionne dans la série comme un emblème généalogique par le thème des racines. C'est pourquoi Idéfix veut le préserver. Vous vous souvenez donc que les racines corses sentent le soufre, ça va faire exploser le navire lorsqu'on va approcher une source enflammée. Et je crois qu'à l'aune de cette symbolique, on peut relire la couverture d'Astérix en Hispanie, puisqu'on a une cordée, donc une lignée, un lien. En haut, on devrait avoir logiquement le plus mûr des trois, Astérix. En seconde position, une figure de... Enfin, Astérix, ici, on pourrait imaginer que ce serait un petit peu une figure tutélaire qui rappelle un petit peu le chef de cordée, une figure un peu paternelle, suivi d'Obélix, l'adulte encore inaccompli, qui ne peut pas vraiment permuter son rôle de fils avec celui de tuteur. Ensuite, une figure de l'enfant, et ensuite une figure en deçà de l'hominisation, avec la figure du chien. Mais moi, je vais vous proposer de lire cette lignée à l'envers, complètement à l'envers, en faisant référence au texte de Virgile dans l'Énéide, qui met pareillement en scène 3 générations, lorsque Énée, futur fondateur de Rome, quitte Troie assiégée par les Grecs. Le héros porte sur le dos son père Anchise, et il tient son fils Ascagne par la main, tandis que sa femme Créuse le suit à distance. Et voici l'instruction d'Énée à l'égard d'Anchise. Toi, le géniteur, prends dans la main les objets sacrés et les pénates des pères. Ben, j'ai envie de dire que peut-être on a ce schéma ici. On aurait 3 générations figurées en lignée masculine. Astérix n'est pas à la place du père, il serait à la place du fils, Ascagne, contre toute attente. Obélix, le temps d'un album, est à la place du père, du tuteur, comme Énée. Et il a sur les bras un petit enfant, Pépé, qui représente, comme Anchise, le grand-père. En effet, Pépé renvoie sans cesse à Obélix sa propre image de fils. Tout se passe comme si devant lui, Obélix était face à une ascendance. Pépé porte d'ailleurs dans son nom la référence au grand-père et à l'ancêtre, et il prend l'ascendant symbolique sur Obélix. Il est le 3e terme dans le maillon des générations, ici représenté. Donc en devenant le tuteur de Pépé, Obélix s'aperçoit qu'il a encore inconsciemment le père sur les bras, pour jouer avec les mots. Et alors, que représenterait Idéfix dans cette lignée? Je dirais qu'Idéfix n'est pas en deçà de l'humain, mais au-delà. Il occupe structurellement la place des objets sacrés et des pénates des pères. Il est la sentinelle du principe généalogique, l'emblème relais de la référence à l'ancêtre. Autre emblème généalogique, le sanglier. Sanglier, on va jouer un petit peu sur les mots. Obélix doit le sang lier, c'est-à-dire lier le sang, être référé à la figure de l'ancêtre. Tous les enfants du village ont intégré ce principe, sauf lui. Et il n'est pas étonnant qu'il ait besoin de se nourrir de sanglier, parce que pour lui, c'est vital. Et on nous dit explicitement dans le Tour de Gaulle, il le dit, les racines, c'est bon pour les sangliers, et les sangliers, c'est bon pour nous. Comme ça, tout le monde est content. Et donc, la chaîne alimentaire est une chaîne symbolique. Autre indice, on essaye de empoisonner Obélix avec un soporifique glissé dans un sanglier. Et on lui demande s'il a sommeil. Sommeil? Non, j'aurais plutôt un peu faim. Ce sanglier avait un petit arrière-goût à réveiller un mort. Mais moi, j'aurais envie d'entendre, au sens propre, ce qui se dit, au-delà du jeu de mots, et de l'expression populaire. À chaque fois qu'Obélix mange un sanglier, un mort à l'arrière se réveille, un arriéré ressurgit. La référence à l'ancêtre renaît en lui,
c'est-à-dire la conscience de la dette généalogique. Car personne n'est son propre fondement, chacun doit un corps à la chaîne des filiations, et c'est de cette vérité dont Obélix a toujours besoin de se nourrir. C'est à la fois son point faible et c'est le secret de sa force. Dans ce cas-là, on comprend qu'il y a l'union absolue, l'union sacrée entre idée fixe, Pépé et Obélix, dès lors pour couper leur respiration, dès lors que s'approche un navire de pirates qui va porter une cargaison de sangliers. Donc là, le sanglier, c'est sacré. C'est sacré pour les trois parce qu'on est exactement dans la même symbolique. Et de la même façon, lorsque le barde lui chante « Les sangliers, ça est tellement bon » en référence parodique à la chanson de Jacques Brel, les bonbons, ça est tellement bon, etc., eh bien, Pépé en réclame, en redemande. Et de façon ironique, dès le premier album, lorsque un espion romain demande quel est le secret de la force surhumaine, on n'entend que des groupes, William Scrunch, et Obélix dit « mange ton sanglier, il va être froid ». Et bien la réponse, sans le savoir, elle est peut-être là, à l'insu de tous, le secret de la force. Alors, il n'y a pas que des sangliers dans Astérix, il y a aussi des cochons sauvages, dans Astérix en Corse. Obélix est le premier à se méprendre, lorsqu'il arrive au village d'Ocatarineta Bella Chic-Chics. Et le maquis regorge de cochons sauvages également. Et le cochon sauvage est plus qu'une spécialité culinaire, c'est un emblème de référence pour chaque clan. Pour s'identifier entre eux, les chefs corses, les chefs de clan, imitent le cri du cochon, ce qui entraîne la méprise d'Obélix. Il y a un chef corse qui lui dit « Tu ne distingues pas un cochon d'un chef de clan corse ?» Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté de chef de clan corse. Et ne me regardez pas comme ça, vous me donnez mal à la tête. Je n'ai pas l'image ici, mais vous vous souvenez, il y a un regard avec des éclairs, etc. Et Obélix qui est quasiment hypnotisé. Donc, dans cette aventure, il y a une double substitution qui s'opère entre le sanglier et le cochon sauvage d'une part, puis entre le cochon sauvage et les chefs de clan. Donc, à l'emblème généalogique du sanglier se substitue le symbole d'un lien de filiation qui semble plus primitif. Pourquoi plus primitif? Parce que les chefs de clan sont mal rasés, ils portent des peaux animales en guise de vêtements, leur réunion ici a des allures de scène préhistorique, et par une procédure de nomination, chaque cri animal est l'équivalent d'un nom. Groing, ça c'est Tropolix, groing, entre, etc. Mais minéralogique, sérétix, symphonix, etc. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser, ce cochon sauvage? Peut-être qu'on a la clé dans cette image, avec un effet de déplacement. Hein. Freud pourrait, voilà, en référence aux effets de condensation et de déplacement de Freud. Vous voyez ici, si on projetait la couleur noire de la robe de la femme sur l'image du cochon sauvage, ou à l'inverse, si on considère que le fait de brandir de façon phallique, ici, d'ouvrir l'écran d'arrêt, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger la femme ou ils vont manger le sanglier? On peut se poser la question. Eh bien, c'est exactement ce dont il s'agit ici, puisqu'on va apprendre très très vite qu'il ne faut surtout pas manquer de respect à la sœur de Carférix, si j'ai bonne mémoire. Ocatarineta Bella Chic-Chics avertit d'emblée Astérix, mais il ne lui a pas manqué de respect, si il lui a parlé et avec le sourire. Attention. Donc, il y a des liens du sang dans ces clans qui sont assez problématiques, et vous savez que l'un des légionnaires romains va en faire les frais. Tu as parlé à ma sœur? Ah, je ne savais pas que... Je n'aime pas qu'on parle à ma sœur, ça va être notre fête, les gars, etc. Et vous connaissez cette planche emblématique d'Astérix en Corse. Donc, qu'est-ce qui se joue dans ces scènes? Dès qu'une femme se marie hors des limites instituées, des rivalités naissent entre familles. C'est ce qui explique la haine entre les deux clans, des Figatélix et des Ocatarineta Bella Chic-Chics. Voici l'origine, telle que la rapporte Carférix. Les vieux disent que le grand-oncle d'Ocatarineta Bella Chic-Chics a épousé une fille du clan Thalassotherapix, dont était amoureux un cousin par alliance d'un aïeul de Figatélix. Donc deux clans sont rentrés en conflit à cause d'une femme qui s'est mariée hors du sien. Donc on partage le cochon sauvage entre amis, mais on ne partage pas les femmes. Dès que l'une sort du clan, des jalousies à mort se déclarent. La femme est l'objet qui divise. Donc si le cochon sauvage est un emblème qui unit les clans, c'est sur le mode de l'autarcie et de l'isolement. Chacun chez soi, chacun avec les siens, et alors il est possible de s'entendre contre les envahisseurs.
Chaque chef est un cochon sauvage dans son propre clan et dans sa propre famille, et il veille à ce que les liens du sang ne se mélangent pas hors des strictes limites instituées. Donc on voit ici la dimension péjorative du cochon sauvage. Et c'est ce qui se passe avec Carférix, qui se réserve le droit d'être symboliquement à la fois le frère, le père, le maître et l'amant de sa sœur. Il cumule toutes les places dans un désir exclusif et jaloux de totalité. Et donc dans ces conditions, l'autre ne peut être qu'un rival ou un ennemi. Donc il y a une forme de narcissisme dans cette institution régressive des liens généalogiques. Attenter à l'ancêtre, c'est attenter à soi-même. Et ça se reproduit de génération en génération. Alors qu'est-ce qui va permettre de délier le problème? Ben, on le voit ici à travers cette scène où les clans convergent vers la ville d'Aléria pour la bataille finale. Et donc une référence tierce, de tiers séparateur, va se profiler à l'horizon. Alors il est fait référence à la morne plaine d'Aléria, donc référence à l'épopée napoléonienne, l'expression morne plaine qui évoque Waterloo, au Catarina Tabella Ciccis qui qualifie les troupes de grande armée. La vignette elle-même rappelle une célèbre gravure illustrant le passage du Saint-Gothard par les troupes de Napoléon qui convergent en colonne vers le col. Et à la tête de chaque lignée clanique retentit un groinque. Et que dit le chef corse? Ils sont tous là, mais grognards. Ben voilà le nouveau terme substitutif. On va passer du cochon sauvage au grognard. Celui qui grogne et qui fait groin, c'est le grognard napoléonien. C'est qu'il est célèbre chez nous le sommeil d'Austerlitz. Et donc la référence au soleil d'Austerlitz est annonciateur, et ici le chef corse apparaît comme l'annonciateur insu de Napoléon lui-même. Alors ça peut paraître étonnant dans une bande dessinée très largement anti-impérialiste, mais ici il s'agit de dénouer quand même ce problème du lien à l'ancêtre, et ici la figure de Napoléon va être positive. Et on le voit avec la main glissée dans la pelisse, et puis la référence à l'empereur. Pour que les Corses acceptent un empereur, il faudrait qu'il soit corse lui-même. Et c'est ponctué par des vivats généraux. Voilà comment va être dénoué le rapport narcissique au lien du sang, avec cette figure tierce et séparatrice de Napoléon. Alors tout ce que je viens de décliner ici en termes symboliques, tout ça est condensé en une image, publiée dans un récit intitulé Obéliche en 1963, où Goscinny et Uderzo, qui s'auto-représentent comme très souvent sous forme de personnages de BD, visitent un petit port de pêche breton et tombent sur un marin qui ressemble trait pour trait à Obélix. Ils osent lui nouer la conversation avec lui, et ce dernier leur montre un parchemin qui a été légué de génération en génération, et on s'aperçoit que Obéliche, qu'on voit tout au sommet, est le descendant direct d'Obélix. Et sur cette image, vous voyez tous les symboles. L'arbre généalogique en lieu et place du menhir, lui-même emblème généalogique. D'ailleurs, le Obélix qui contemple l'arbre nous rappelle la 4e de couverture, vous savez, où on voit toujours les titres des albums gravés sur le menhir. Donc il y a vraiment la référence au menhir, avec le port. Il y a la référence à l'arbre généalogique. Et qu'est-ce qu'on trouve au centre? Le sanglier rôti comme blason généalogique. Le sanglier, tout est là. Tous les emblèmes sont absolument là. Et je reviendrai sur le détail tout à l'heure de cet arbre. Donc voilà, je crois que le temps va être compté, donc je ne vais peut-être pas... Il nous reste une demi-heure. Alors voilà, je ne vais pas décliner la symbolique de la potion magique, on pourra en discuter, etc. Alors je dirais que si on faisait une pause ici, j'ai tiré le fil, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de là où ça pouvait nous mener. Je n'ai pas décliné toutes les occurrences et tous les éléments en réseau qui pourraient alimenter cette problématique, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça après? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la conviction qu'il y a bien une symbolique généalogique inconsciente dans Astérix? Mais il y a deux pistes. La première piste, je dirais, c'est d'avoir une approche d'anthropologie politique. Pourquoi? Parce que finalement, tous ces emblèmes-là, ils ne sont pas simplement individuels, ils sont institués dans le village. Ils ont une portée collective. Le sanglier, c'est évident, avec les banquets, etc. On le voit même sous forme de sculpture, la marmite également, etc. Donc si on se dit que finalement, on a affaire à un système politique, un système social, le village gaulois, qui répond à une loi symbolique qui s'avère latente, qui s'avère
dissimulée, ben ça nous renvoie à ce qu'écrit Marcel Gauchet sur l'histoire des transformations politiques du religieux. Marcel Gauchet explique que toute société a besoin d'un point exogène de cohésion, irréductible à la sphère des individus, pour se saisir soi-même comme un tout. Et de divine et religieuse qu'était ce point exogène de cohésion, cette extériorité, eh bien, elle a changé de nature, elle s'est peu à peu incorporée dans la sphère sociale, au point que la production symbolique soit passée peu à peu dans le registre social de l'inconscient. Et il dit que c'est le propre de la démocratie, que justement la loi symbolique, qui permet d'instituer les sujets, ne soit plus visible, mais soit tellement incorporée dans le social qu'on ne la voit pas. Donc l'hypothèse, c'est que si dans la démocratie le pouvoir cesse de produire ouvertement le social, il continue à jouer ce rôle de façon invisible. Et bien, est-ce que ça ne serait pas le cas du village gaulois? Car on a précisément affaire à une petite démocratie, avec des élections, avec un contre-pouvoir, un conseil de villageois, etc. Et donc, s'intéresser d'un point de vue anthropologique à ce système social qui contient une arme de quasi toute puissance comme la potion magique et qui pourtant réussit, malgré l'anarchie apparente, à vivre dans un certain idéal de mesure, chapeauté par un vieux sage comme le druide, on peut se demander comment ça tient en termes de lien social. Et bien ça tient par une loi symbolique qui est dissimulée, qui est inconsciente. Et donc ça, cette piste-là, de faire une lecture anthropologique politique, ça a été l'objet de mon livre sur Astérix et les Lumières de la civilisation. Donc j'ai fait une modélisation du village gaulois, et j'ai complété le système avec la tripartition du druide, du chef et du barde, qui eux aussi intiment une coupure symbolique. L'un par rapport au lien au langage, c'est le barde, l'un par rapport au lien à l'image, c'est le chef, et l'un par rapport au rapport au corps, c'est le druide. Une fois qu'on a modélisé ce village, avec cette loi symbolique qui finalement permet qu'on vive dans un idéal de mesure, là, il faut comparer avec les autres systèmes, car Astérix juxtapose des systèmes politiques. Et on a affaire à deux régimes absolutistes. L'Empire romain, qui fonctionne de façon autocratique, et le royaume de Cléopâtre, qui lui est une théocratie. Théocratie, autocratie avec l'Empire romain, qui est une figure de l'État moderne, puis contre toutes les apparences, malgré son caractère primitif, la modernité démocratique du village gaulois, on a une histoire politique du religieux dans Astérix. Et donc, en trouver à chaque fois la loi symbolique, eh ben, ça permet de voir comment, alors je ne vais pas développer, mais la question des deux corps du roi, en référence à Ernst Kantorowicz, pour comprendre dans la façon dont fonctionne l'Empire romain, voilà, nous permet vraiment d'avoir des propos, enfin je pense à quelque chose sur la constitution du lien social très très fort dans Astérix. Et puis il y a d'autres régimes à côté. Et ces régimes, c'est des régimes de barbares, des régimes pré-totalitaires comme celui des Gauls. Et là, il y a un discours sur le totalitarisme dans l'Astérix aussi, qui va très très loin au niveau symbolique, sur la question du faire corps, sans division. Une fois qu'on a modélisé tous ces régimes politiques avec ces éléments symboliques, à partir de là, on peut comprendre quel regard Goscinny et Uderzo portent sur leur temps. Et Astérix est à la charnière de deux pans monumentaux de notre histoire. D'une part, les années de guerre et la collaboration, et d'autre part, la nouvelle ère de l'individualité avec les années 60. Toute la réforme du droit de la famille, du droit parental, de 1965 à 1975. Et donc, il y a un double regard porté sur ces deux pans d'histoire. Et pour en comprendre vraiment la force, il faut avoir en tête toute la modélisation de la loi symbolique dans les différents régimes politiques que j'ai abordés ici. Deuxième piste de prolongement, cette fois-ci non pas l'échelle collective et politique, mais l'échelle individuelle. Obélix, finalement, c'est une figure d'enfant. On sait qu'il a des retards, Obélix. Il n'est pas très intelligent, il comprend un retardement, il est extrêmement susceptible, il a besoin d'affection, etc., etc. Et bien, on peut comprendre comment un enfant se construit. Essayer de reconstituer un processus d'individuation. Et également comprendre quelles sont les logiques de déraison. Car Obélix est influençable, il est manipulable, et c'est le témoin de choix, le témoin privilégié de toutes les logiques de folie qui entrent l'univers d'Astérix. Astérix est tenté par la folie à tous les niveaux. Donc ça, c'est une deuxième piste, plus psychanalytique,
autour du complexe d'Obélix. C'est le thème donc du troisième ouvrage. Et ce que je vais vous présenter maintenant, dans la petite demi-heure qui reste, c'est une autre approche. C'est-à-dire, d'où vient cette symbolique généalogique? Comment expliquer qu'on a une telle symbolique dans Astérix qu'on ne voit pas? Alors que le sanglier rôti, le sanglier, bon, la perte des racines, bon. Comment l'expliquer? Et donc, je vais faire une lecture interne en m'intéressant à la figure des pirates. Premier indice, dans l'arbre généalogique d'Obélix, il est fait référence à chaque branche ou presque aux pirates. Les pirates constituent une menace pour le principe généalogique. Alors c'est dit de façon comique, hein. Un de ses ennemis vaincus déclara « Pas de veine d'être encore tombé, enfin j'arrive pas à le faire, l'accent créole, pas de veine d'être encore tombé sur lui, etc. » Donc c'est une référence à la vigie pirate. Hein. Car on a beaucoup de chefs, on a des corsaires, on a un ami de Surcouf, il y a beaucoup de questions de navigation dans cet arbre généalogique. Deuxième indice, les pirates ne cessent de s'en prendre aux emblèmes généalogiques, que sont les arbres. Dans le domaine des dieux, ils font partie des esclaves déracinés qui s'occupent de défricher la forêt. Ils ont dans leur cargaison des sangliers, donc que récupèrent les Gaulois. Ils portent dans leur cargaison des menhirs. D'ailleurs, le tribut est tellement lourd qu'il fait craquer la coque du navire. Donc, à chaque fois, il y a des références à l'arbre, aux sangliers et aux menhirs, qui confirment qu'il y a bien une opposition entre pirates et emblèmes généalogiques. Lorsque ils pénètrent dans la cale du navire qui contient donc, le fameux fromage corse, c'est intenable. Ça ne peut qu'exploser. Il y a une opposition radicale entre le thème des pirates et le thème du lien généalogique. Donc le pirate, quel est ce pire? Jeunesse d'un gag. Alors vous le savez peut-être, c'est une reprise parodique du Démon des Caraïbes de Charlier et Hubinon. Une bande dessinée à succès. Vous savez que le co-rédacteur en chef de Pilote avec René Goscinny, c'est Jean-Michel Charlier, qui est l'auteur de cette série, mais aussi de bien d'autres séries comme Blueberry, etc. Or, que se passe-t-il dans cette série? Le premier album est d'une très grande violence, puisque, en fait, Barbe Rouge fait tirer au canon sur la dunette où sont réfugiés les civils d'un bateau qui l'accoste. Et il va recueillir un bébé rescapé, qui est le personnage d'Éric, qu'il adopte comme son fils, non pas par sentiment filial, mais parce que le bébé ou le jeune garçon ose lui rire au nez, il n'a pas peur de lui. Et donc, dans une symbolique finalement inverse, à celle peut-être de Goscinny, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, là on retrouve ici la parodie du personnage d'Éric. Et dans Astérix, pas question de lien filial avec les pirates. Hein. Il laisse son fils en guise d'avoir pour payer les traites du bateau. Nous avons dû faire des économies, etc. Non, c'est un petit peu plus loin. Donc ce sont tous des déracinés. Les seules racines qui leur restent sont vaguement latines. C'est celle de Triple Patte, le vieux personnage unijambiste. Celui qui est en haut du mât et qui pêche voilà, à l'hameçon, eh bien, ici, à un petit moment mélancolique, hein, il servira d'appât comme un ver de terre. Alors on ne le voit pas, c'était pas ça, vous l'avez vu, comme un ver de terre, non. Donc référence aussi aux racines, à la terre, avec l'absence de R. Et deuxième source de ce trio, eh bien, c'est une figure substitutive des barbares. Donc dès les premières cases d'Astérix le Gaulois, on a la mise en scène des barbares goths, mais attention, on refientera, et il faut l'entendre comme un programme narratif dans un double sens du terme. Ils vont revenir au cours de l'histoire, pour envahir le territoire, mais ils vont revenir aussi dans la série sous des formes substitutives. Et parmi ces formes substitutives, il va y avoir les pirates. Alors on retrouve très vite les Goths dans l'auberge du barbare repenti. Un barbare repenti ne peut être qu'un aubergiste au fort accent germanique. Et tout ça nous renvoie à l'album Astérix et les Goths, où ici la référence à l'hitlérisme est explicite,
puisqu'il suffit de remplacer l'aigle noir par une croix gammée dans un cercle blanc sur fond rouge pour retrouver le drapeau hitlérien. Et puis il y a beaucoup de croix gammées, beaucoup de références au militarisme prussien, etc. Figure de substitution, un barbargo qui défile dans un triomphe à Rome dans Astérix en Hispanie en 1969. On retrouve Barbe Rouge dans la même position dans Les Lauriers de César. Et pour bien accentuer la référence à la Barbe Rouge, dans les deux cas, que fait César? Il a franchi le Rubicon. Ça fait partie l'un des plus fameux jeux de mots de René Goscinny. Il a franchi le Rubicon à propos donc du guerrier roux qu'il a franchi. Donc on a bien un jeu de substitution et on retrouve l'équivalent de l'auberge du barbare repenti dans l'auberge du pirate échoué. Ici. Alors, de quoi s'agit-il avec ces pirates? Eh bien, les pirates se lancent à l'abordage d'un navire phénicien dès leur première apparition, ici en 1964. Et ce navire, donc, c'est la caricature d'une entreprise commerciale dirigée par un sémite, roublard en affaires, le président, directeur général, Épidemas. Et par la suite, tout se passe comme si les auteurs convoquaient le trio des flibustiers dans le but unique de les faire payer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils vont rencontrer les Gaulois, ils vont devoir acheter un nouveau bateau. Donc il y a un cycle de dette qui s'enclenche à cause des Gaulois. Et on nous répète à chaque fois qu'ils doivent rembourser leur traite. Ça revient tout le temps. Depuis notre dernier combat, Eric, nous avons pu faire des économies et travailler honnêtement pour acheter un nouveau navire. Et nous n'avons encore pas payé toutes les traites. Vivement le proie. Dans Astérix chez les Bretons, nous avons pu faire suffisamment d'économies pour acheter ce bateau, mais faisons attention, méfions-nous des Gaulois. Donc à chaque fois qu'ils vont croiser des Gaulois, paf, ils vont à nouveau devoir racheter un nouveau bateau, s'endetter. Autrement dit, on a un cycle de dette inversé où la figure des barbares va devoir payer sans fin dans un cycle éternel à l'égard des Phéniciens qui, eux, sont vendeurs de bateaux, ça donc c'est dit explicitement, je ne sais plus si j'ai la case, et qui sont des sémites. Alors, pourquoi? Bien parce que le spectre du nazisme, vous l'avez compris, vient se profiler en filigrane. Alors on va aller encore un petit peu plus loin. Alors c'est cette fameuse phrase-là, à propos du fait que les Phéniciens vendent des bateaux. Nous avions l'intention d'aller à Rome, où l'un de mes prédécesseurs a laissé son bateau, c'est Épidemas dans Astérix et Obélix qui dit ça. Il a sombré, oh non, il l'a vendu, il était meilleur marchand que marin. Donc on a un curieux cycle économique constitué de naufrages, d'achat de bateaux et de dettes. Et par un renversement formidable, le GAC permet aux victimes du passé d'être en position de créanciers et de faire payer inlassablement les figures des méchants. Et pour bien comprendre la portée de la scène, il faut revenir à la parodie du radeau de la Méduse de Géricault, qu'on voit dans Astérix Légionnaire. Donc, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1816. Donc, à cause de l'incompétence de son capitaine, un aristocrate ancien émigré, la Méduse s'échoue à 40 lieues de la côte occidentale d'Afrique, et sur les 149 passagers regroupés sur un radeau de fortune, seuls 15 furent rescapés. Et l'événement a d'autant plus frappé les esprits qu'il y a eu des scènes de cannibalisme, d'anthropophagie, qui furent beaucoup donc dans le retentissement médiatique de l'affaire. Alors évidemment, dans Astérix, on ne peut pas représenter des membres sectionnés, comme dans le tableau de Géricault, avec des allusions voilà, à l'anthropophagie. Mais, que se passe-t-il? Alors c'est là où on nous dit qu'on achète le navire aux Phéniciens. À chaque fois, c'est aux Phéniciens qu'ils achètent des navires. Que se passe-t-il? On a une scène dans Astérix aux Jeux Olympiques, ils sont à nouveau coulés par les Gaulois. On tire à la coupe paille, les gars, toi, tu ne manques pas d'air. Alors, c'est savoureux comme jeu de mots sur le manque d'air, puisqu'il y a eu de l'air avec son accent créole, le personnage. Sauf que, à quoi il joue là avec ses pailles? On tire à la courte paille. Eh bien, il s'agit bien d'anthropophagie, car Goscinny et Uderzo ont représenté exactement la même scène dans Jeu en pistolet, Corsaire du Roi, en 1951, ou 50, je ne sais plus la date ici, elle est coupée avec la diapositive. Et ici, c'est explicite, ils sont sur une table à manger, on ne peut pas être plus clair. Et, oh non, nous ne tirerons pas la courte paille pour savoir qui sera mangé. Donc c'est bien une allusion à l'anthropophagie.
Et où est-ce qu'on retrouve une anthropophagie où on manque d'air, précisément? Dans Astérix et les Go, lorsqu'il s'agit de faire allusion aux chambres à gaz, à travers l'évocation de la cocotte pression. Ça vous cuit un bonhomme en 2 minutes et ça siffle dans ses prix. Et on n'arrête pas le progrès. Et là, Chlorhydric imagine une extermination à plus grande échelle. Et de la part d'un scénariste comme René Goscinny, qui a perdu 3 de ses oncles déportés à Auschwitz, et qui a perdu ses grands-parents dans la fuite de la zone occupée, je pense que c'est très lourd de sens que d'évoquer ici la cocotte pression dans Astérix et les Go sur fond de drapeau hitlérien pastiché. La cocotte, on la retrouve aussi dans l'écartèlement, la section des membres du corps, comme on trouve la section des membres du corps dans le tableau de Géricault. Autrement dit, il y aurait une chaîne symbolique, pirate, le pirate, radeau de la Méduse, cannibalisme, cannibalisme, manque d'air, cocotte pression, tragédie concentrationnaire. Cocotte, section des corps. Et cette chaîne inconsciente, évidemment, elle est liée à une histoire familiale qui est celle de René Goscinny. Et il me semble, on peut filer, hein, à quoi jouent les Gaulois dans les geôles des Gaux à la bataille navale. Et Barbe Rouge, ça rappelle peut-être quelque chose. Barbe Rouge, Barbarossa, la grande offensive lancée le 22 juin 1941 par les armées de l'Axe contre l'Union soviétique. Anna Beresniak, la mère de René Goscinny, est née à Khodorkov, en Ukraine, alors russe, tout comme ses frères et sœurs, mais elle a grandi à Paris où sa famille s'est installée en 1904. Et le père du scénariste, lui, est originaire de Pologne, il est fils du rabbin Abraham Goscinny. Il quitte Varsovie en 1906 pour suivre des études d'ingénieur chimiste à Paris, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, la vaste zone de résidence où se concentrait de la Lituanie à la Crimée, en passant par la Pologne, la plupart des Juifs d'Europe centrale, recouvre à n'en pas douter, dans l'imaginaire de l'auteur, le front de l'Est pris d'assaut par l'armée allemande. Donc quand Barbe Rouge se lance à l'abordage d'une embarcation, c'est probablement la mémoire de cette tragédie qui travaille inconsciemment l'imaginaire du scénariste. Et donc, on comprend toute la portée que revêt le parallélisme entre le chef pirate et le barbare Go, dans les triomphes de César. Et il faut savoir que René Goscinny partageait son bureau avec Jean-Michel Charlier, qui était lui très envahissant, etc. Quand ça débordait, hop, René Goscinny envoyait tout par terre. Et Goscinny a été frappé par la violence et puis par la symbolique inverse chez Charlier du rapport au père. Et ce drapeau-là, ce drapeau du faucon noir, rappelle très fortement, c'est l'emblème pirate de Barbe Rouge, hein, chez Charlier. Rappelle très fortement l'aigle germanique sur fond noir. Ça doit raviver chez Goscinny des choses inconsciemment, voilà, très douloureuses. Alors tout ça est corroboré par le film Le Viager. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Viager, scénarisé par René Goscinny. Car il y a une réaction à ces figures criminelles. Et ça suscite un programme narratif. Contre les saccageurs de généalogie, pas de quartier. Et c'est de ça dont il s'agit dans Le Viager. La famille Galipeau, ces pots de Gaulois, spécule sur la mort à venir de Martinet, un vieillard sans femme, ni enfant, ni ami, sans descendance, le dernier représentant de sa lignée, une fin de race. Sa mort est programmée comme imminente, d'après le diagnostic de Léon, le docteur. Or, à l'image du chef de famille, ces pots de Gaulois sont des bourgeois racistes. Léon traite les marchands de canons de métèques, qu'il faut reconduire à la frontière à coups de pied dans le cul. Lors du repas de Noël 1937, il fustige la politique du Front populaire, la semaine de 40 heures et les congés payés, avant d'ajouter « Nous aurions bien besoin d'un Franco ». Et durant l'été 40, les Galipeaux vont dénoncer Martinet comme un espion allemand, puis comme un résistant gaulliste en Noël 1943. Et chacune de leurs tentatives de l'éliminer échoue, et ce sont eux, au contraire, selon une logique scénaristique implacable, qui vont mourir d'accident les uns après les autres jusqu'au dernier de la lignée. Et à l'inverse, le personnage de Martinet, joué par Michel Serrault, non seulement va connaître une nouvelle jeunesse, séduire à l'âge de 70 ans, 80 ans, de jeunes infirmières, etc., mais en plus il a un petit chat qui s'appelle Kiki, et il se reproduit avec Kiki 1, Kiki 2, Kiki 3, jusqu'à Kiki 8, donc il y a une lignée symbolique, c'est pas idée fixe, c'est Kiki, mais on voit qu'il y a toute une verdeur ici dans la génération de nouveaux êtres vivants.
on pourrait développer tous les liens qu'il a, les références à la bataille navale qu'il y a dans Le Viager. Tout cela se termine dans un grand feu d'artifice. On ne va pas faire exploser la flotte de Toulon, mais c'est le dernier des lignées des galipots qui va mourir. Et je voudrais dire que à chaque Noël dans ce film, les galipots font le point sur la santé de Martinet pour savoir s'il va enfin mourir. Puisque donc ils ont indexé Le Viager sur l'aluminium, ce qui les ruine, avec l'augmentation du prix de l'aluminium pendant la guerre. Et en fait, Noël est une date tragique pour René Goscinny, car il a perdu son père un 23 décembre, d'une hémorragie cérébrale. Et il perd son père au même moment où ils apprennent la déportation et la mort des 3 oncles de la branche maternelle dans les camps en Europe. Donc, moi je pense qu'il y a une conjonction des dates chez René Goscinny. Toute personne qui est atteinte au père, qui porte atteinte au père, est un barbare. C'est un nazi. Et chez Goscinny, c'est impossible de tuer le père. Iznogoud échoue. Il veut toujours devenir calife à la place du calife, mais ça échoue tout le temps. On ne peut pas tuer le père. Dans La Grande Traversée, celui qui découvre l'Amérique n'arrive pas à conjonguer le père de la Horde. Je n'ai pas l'image ici de cette figure qui s'appelle Obscène, qui est entourée de femmes. Donc il y a vraiment, il vit avec, voilà, comme un cochon sauvage, si on reprend le lien avec Astérix en Corse. Voilà notre figure substitutive, et il n'arrive pas à congédier ce père barbare. Donc on échoue toujours à tuer le père chez René Goscinny. Même César n'est jamais atteint physiquement, c'est toujours les Gigonières qui prennent des coups, mais finalement lui est toujours un peu en retrait. Donc voilà, je dirais que qui croirait que le gag des pirates soit nourri d'angoisse? Et pourtant il semble que le comique réussisse à opérer un incroyable renversement. L'exemple rejoint les analyses de Freud qui décrit le phénomène de l'humour comme une défense contre la possibilité de la souffrance et une affirmation victorieuse du principe de plaisir. La charge inconsciente de ce gag semble trouver sa source dans l'histoire familiale du scénariste, mais j'aimerais aller beaucoup plus loin que ça. Parce que dans Astérix, ce qui est mis en péril, ce n'est pas une généalogie réelle, c'est surtout des emblèmes, le sanglier, le menhir, etc., l'arbre. Donc on porte atteinte à une généalogie symbolique. Et je vais terminer par ça. Ce qui est menacé, c'est le principe de la filiation comme fiction légale référant le sujet à des emblèmes institués. Et il faut creuser cette idée dans le contexte historique de l'après-guerre. Il faut prendre la mesure du séisme anthropologique qu'ont constitué pour la civilisation occidentale les théories racistes de la seconde moitié du XIXe siècle et l'idéologie nazie. Pierre Legendre insiste sur le fait que pour la première fois dans l'histoire, on a voulu tuer la conception de la filiation comme un montage institutionnel tablant sur une fiction juridique. En effet, la conception des nazis de la filiation, c'est une conception bouchère, c'est une conception biologique, c'est le biologisme racial. On met en scène la filiation comme pure corporalité. Et c'est ça qui autorise le passage à l'acte meurtrier. Et en réalité, notre Pierre Legendre, c'est tout le système référentiel occidental qui est visé. Exterminer les Juifs, c'était à travers eux prétendre mettre à mort en Occident la vérité du lien généalogique, comme lien humain à la loi. Et si tel est bien la portrait anthropologique de ce cataclysme historique, on peut faire l'hypothèse que l'onde de choc a dû parcourir toutes les élaborations symboliques postérieures et laisser des traces profondes, en particulier dans la littérature populaire. À l'échelle d'Astérix, nous retrouvons quoi? Une modélisation utopique, le village gaulois, au cœur de laquelle est mis en scène le mystère d'une seconde naissance. C'est le fameux épisode de la marmite dans laquelle Obélix est tombé quand il était petit. Tout tourne en effet autour de cette question, celle de la filiation comme une fiction juridique, assignant de droit au sujet une place, afin de le sortir de l'opacité et du collage à soi. La généalogie dans Astérix, ce n'est pas une question ethnobiologique, c'est une question institutionnelle et symbolique. Donc refonder dans le rire la loi du père, la question juridique de la filiation dans la culture, voilà sans doute l'une des meilleures réponses qui a été opposée à la tragédie de l'histoire. Merci beaucoup.
merci. Je ne sais pas s'il reste du temps pour... il va rester le temps de quelques petites questions. Oui, merci beaucoup parce que c'était vraiment très complet, mais on sent que ça pourrait déborder encore très loin. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre part. Oui, Pierre? Puisqu'on parle de filiation et de problèmes généalogiques, pourquoi est-ce que selon vous Obélix et Astérix ne deviennent jamais pères? Pas véritablement, biologiquement en tout cas. Oui, alors je crois que le village gaulois, alors moi j'aurais dû commencer par ça, je travaille sur la période René Goscinny, c'est-à-dire 1959-1977, jusqu'à Astérix chez les Belges. Et en fait, le village gaulois, c'est une cour de récré. Ce sont tous des enfants, en fait, ces personnages qui composent le village. Donc c'est compliqué de les faire accéder au statut de père. Uderzo, après la mort de René Goscinny, va tenter la chose lorsque Obélix doit s'occuper d'un bébé qui est laissé sur le pas de la hutte, qui s'avère être le fils caché de Cléopâtre et de César. Et donc il y a quand même quelque chose qui se poursuit, c'est-à-dire que je ne sais pas si Uderzo a la conscience de toutes ces symboliques ou de tout ce que j'essaie de mettre à jour dans Astérix, mais je dirais qu'en les mettant en posture en mettant Obélix une nouvelle fois ou Astérix dans une posture de père ou de tuteur et en faisant dysfonctionner la chose, c'est une façon aussi de pointer quelque chose du système où ce sont avant tout des enfants, référés à des emblèmes, à une organisation sociale, à des figures tutélaires, la tripartition, etc., à un autre père, mais problématique, qui est César, qui envahit un territoire, la terre-mère. Donc voilà, je crois qu'il y a un système en fait, qui s'est mis en place, et il est difficile de le faire évoluer, si ce n'est pour ensuite tenter des nouvelles fonctions qui finalement ne marchent pas et revenir à ce qui constitue le système de départ. D'accord, parce que lorsque vous avez dit que c'était une grande cour de récréation et que ce sont tous des enfants, c'est vrai, mais bon, en même temps, il faut avouer que je ne rappelle malheureusement pas dans quel album c'est le cas, mais justement, dans la bande dessinée, on souligne quand même la différence entre ces deux personnages-là et le reste, parce que ce sont presque les deux seuls célibataires. Il y a une image... je sais pas, oui, je crois que tous les hommes quittent le village dans la forêt pour je ne sais pas quelle raison, et ils pointent vers Astérix et Obélix en disant « vous avez la vie facile, vous les célibataires ». Donc c'est pas uniquement quand même la cour de récréation des enfants, il y a une différence marquée. Oui, il y a des rapports érotisés aussi avec Falbala, le rapport d'Obélix aux femmes, etc. Je dirais qu'ils ont des parents symboliques, Astérix et Obélix. C'est dans un album qui est le Devin, le couple du chef et de sa femme, où là il y a quasiment la reconstitution d'un repas de famille, parce qu'il faut les empêcher d'aller en forêt. Donc il y a un petit peu ce noyau familial qui se reconstitue, mais vous avez raison, ce sont des célibataires, ils ont un rapport aux femmes particulier. Il y a des références érotiques à travers les chansons, les paroles des chansons françaises, etc. Donc ce ne sont pas que des enfants, vous avez raison. Mais globalement, ça fonctionne un peu comme dans le Petit Nicolas, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des bagarres de récré. C'est une cour de récré qu'on ouvre sur le monde, où on peut inviter des copains qu'on a rencontrés dans les aventures précédentes et partager un bon goûter autour du sanglier. Donc je pense que cet univers de l'enfance, cet univers de la cour de récré, cet univers, cette utopie scolaire presque, avec la figure du vieux druide, du vieux sage, qui est aussi une figure d'instituteur, voilà, je pense que c'est quelque chose qui pèse assez lourd dans la façon de penser ces personnages. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Même cette utopie de la cour de récré, en fait, elle impose une espèce d'immobilisme à l'univers, c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque album, ça revienne à l'éternellement toujours pareil, ce qui pose des sérieux problèmes, par exemple avec la tentative d'album féministe La Rose et le Glaive, là où il y a les légionnaires féminines, et où pour que tout redevienne pareil, en fait, ça implique un triomphe d'un machisme assez énorme. Mais en fait, ça donne l'impression qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il faut retrouver la situation initiale qui est celle de toutes les fins d'album. Et du coup, il faut se débarrasser de toutes ces femelles envahissantes. Exactement. En fait, il y a une contrainte qui est liée à la loi du genre,
qu'on peut rattacher au genre utopique. Et la question du rapport aux femmes, de l'érotisation est problématique dans le genre utopique parce que historiquement, traditionnellement, c'est lié à un facteur de dissension. On va se disputer pour la conquête féminine. Et or, il faut que le système tienne. Et les lignes féminines, masculines sont très séparées dans Astérix. Les femmes interviennent progressivement après coup. C'est lié aussi à la loi de 49, au fait qu'on soupçonne d'érotisation toute représentation de la femme dans la bande dessinée. Mais même sans cette loi de 49, je pense que la contrainte du genre utopique en elle-même fait que les femmes apparaissent après coup comme un élément secondaire, en fait, comme des éléments annexes qui intègrent progressivement le système. Et parmi leurs grandes conquêtes, il y a le fait qu'elles puissent boire de la potion magique. Je crois que c'est dans le devin. Voilà. Fondamentalement, il n'y avait pas de femme au début. Non. On leur a fait le reproche. Ils ont établi le gitane, le fils, etc. Oui. Ah oui, je crois que la première représentation de Bonne Mine, je crois que c'est dans le combat des chefs, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi, je voudrais vous poser une question. J'ai pas bien vu arriver le viager dans votre propos. Comment s'est fait l'articulation? En fait, dans le viager, il est question de assassiner le dernier représentant d'une lignée. D'accord, non, mais pourquoi quel est le lien avec le titre, avec le viager. Donc en fait, on parie sur la mort de ce pauvre homme et on rachète sa maison en viager. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, d'accord. Non, le sens de votre question, alors. Je vais vous expliquer en 2 mots. Je représente ici un rameau de la famille Tchernia. Oui. Mon oncle. Oui. Et mon cousin André a été élève, il est ancien de cette école. Lui, le spécialiste des arts romains, vous connaissez, non? Oui, mais j'avais eu un échange épistolaire avec Pierre Tchernia. Bon. Alors, je vais même vous dire que le Galipo, c'est le personnage de mon père. C'est-à-dire qu'à la jour, j'ai pris l'oncle Pierre en occasion en disant non, c'est pas gentil parce que tu t'es servi du personnage de mon père. Le reproche, on retrouve d'ailleurs dans Les Enfants du Paradis, quand très à table, etc., a fait le reproche d'avoir utilisé son personnage dans les mimes, dans les Fabureaux, etc. Bon, alors, vous comprenez que je vous ai écouté avec un vif intérêt, et qu'on pourrait, si vous voulez, on peut continuer cet échange, prolonger cet échange. Avec plaisir, bien sûr. J'aurais dû mentionner que le scénario était coécrit par Pierre Tchernia et René Goscinny. Donc la famille qui est du cours, c'est notre famille. D'accord. Un jour j'en ai parlé avec André Tchernia, et Gilles, plutôt son frère. Ah mais il n'y a pas que ça, etc. Et il m'a mis en place l'amiral, c'est mon oncle Paul, c'est le père d'André. D'accord. Alors il y a comme ça un certain nombre. Alors, je ne vais pas retenir enfin, il y aurait intérêt à ce qu'on s'ouvre l'un à l'autre. Bien sûr, alors j'ai écrit tout un article sur cette question dans un ouvrage publié à Amsterdam et je peux vous le transmettre avec... Par exemple, autre chose, le kiki, le bouturage du chien kiki, vous l'avez dans Le vieil homme et l'enfant. Dans Le vieil homme et l'enfant. Oui. Le chien de Michel Simon meurt, etc. Là aussi, il y a un rapprochement. D'accord. Oui. Je n'ai pas pensé. Je vais vous demander si, à propos de Menhir, est-ce que vous êtes informé du jeu de mots que ça donne dans les langues germaniques, Non. en flamand, etc. Non. Menhir, c'est monsieur. Mein Herr, en allemand, Oui. c'est monsieur. Oui. C'est une manière de dire, alors, vous pouvez en faire un usage ad libre. D'accord, merci. Alors, je vous remercie. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de demandes que ça.
Remercier les présents, c'est moi qui remercie les présents, d'autant plus. Surtout d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que j'avais un débit de plus en plus rapide pour tenir les délais. On sentait qu'il y avait de plus en plus de choses à dire qui faisaient sens les unes par rapport aux autres, en plus au fil de l'intervention. Donc c'était... Non, c'est nous qui vous remercions, c'était passionnant. Puis je crois que surtout ce qu'il y a d'intéressant avec Astérix, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est que ça éclaire une lecture qui est pour beaucoup une lecture d'enfance en fait. Oui. C'est d'autant plus intéressant que c'était votre cas aussi, comme on en parlait. Bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme beaucoup de monde. Hein. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce rapport d'Astérix et Obélix avec le monde de l'enfance et cette espèce de sympathie que le personnage d'Obélix suscite chez les enfants, en fait. Comme s'il y avait une espèce de reconnaissance, finalement, du côté complètement enfantin d'Obélix. Complètement, et puis c'est même une figure du lecteur aussi, Obélix, du jeune lecteur. Car quand la situation devient trop complexe, Obélix demande qu'on lui explique. L'explication d'Astérix sert aussi le jeune lecteur qui, grâce à Obélix, est sur le même plan et comprend un petit peu mieux ce qui se passe, etc. Et puis, donc, bon, on pourrait continuer sur Obélix, mais il invente des mots, il explore le vocabulaire, il explore le principe de non-contradiction, il y a des tas de choses qui font qu'il condense, on va dire, plusieurs étapes structurantes en fait, du développement de la personnalité. Et, le rapport au chien aussi, à l'animal, hein, le fait de devenir le tuteur d'Obélix, de son chien idéfixe, le rapport rassurant, enfin, la réassurance que permet le chien dans ce rapport pédagogique, etc. Pour retrouver une image positive et valorisante de lui-même.